Bonjour à tous, je réponds au nom de Tony Ntoukou, étudiant en 4e année de médecine. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la maladie de Hodgkin. La maladie de Hodgkin fait partie d'un grand ensemble que l'on nomme les lymphosarcomes ou encore les réticulosarcomes, mais ces deux termes ont été abandonnés au profit du terme anglo-saxon lymphome. Les lymphomes sont caractérisés par une prolifération monoclonale s'effectuant aux dépens du tissu lymphoïde. Les lymphomes renferment deux grands groupes. Nous avons d'une part les lymphomes hodgkiniens et d'autre part les lymphomes non hodgkiniens. Et dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement du lymphome hodgkinien, appelé encore la maladie de Hodgkin. En ce qui concerne la définition de la maladie de Hodgkin, vous allez le remarquer ensemble avec moi que la définition de cette maladie est beaucoup plus centrée sur les caractéristiques anatomopathologiques de la dite maladie. Ainsi, la maladie de Hodgkin va être caractérisée par une prolifération monoclonale des cellules particulières appelées les cellules de Rustenberg au sein du ganglion lymphatique. À côté des cellules de Rustenberg, on va également noter un granulome inflammatoire fait de plusieurs types de cellules, les lymphocytes, les plasmocytes et j'en passe. Alors, la prédominance de X ou Y éléments va être à la base de plusieurs sous-types histologiques de la maladie de Hodgkin que l'on va voir à la suite de cette vidéo. L'étiologie de la maladie. Jusque-là, aucune cause n'a encore été clairement identifiée comme étant à la base de cette maladie. Mais malgré cela, on note plusieurs facteurs que l'on pense favoriser la survenue de la maladie de Hodgkin, parmi lesquels on note le VIH, le virus d'Epstein-Barr. Certains auteurs pensent même que l'hérédité jouera un rôle dans la survenue de la maladie de Hodgkin. L'épidémiologie de la maladie de Hodgkin, 3 points essentiels à noter. Le premier point, la maladie touche tous les âges, mais il y a un pic chez les jeunes adultes et les adultes d'âge moyen. Deuxièmement, toutes les races sont atteintes. Troisième élément qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une grande prédominance chez les sujets du sexe masculin. Pour le diagnostic de la maladie de Hodgkin, premièrement, à l'examen clinique, on va noter des signes généraux parmi lesquels je cite l'asthénie physique, l'amaigrissement, l'anorexie, des sueurs nocturnes, des prurites et également une splénomégalie. À côté de ces signes généraux, il y a encore un autre signe, bien que rare, mais beaucoup plus caractéristique de la maladie. C'est la douleur induite à l'ingestion de l'alcool au niveau des territoires ganglionnaires atteints. À part les signes généraux, à l'examen clinique, on note également des signes ganglionnaires et des signes extraganglionnaires. Parmi les signes ganglionnaires, nous avons la présence des adénopathies. On distingue les adénopathies superficielles et les adénopathies profondes. Les adénopathies superficielles seront très facilement explorées lors de l'examen physique. Plusieurs territoires ganglionnaires sont concernés, mais il y en a 4 principaux. Il y a le territoire cervical, le territoire médiastinal, le territoire axillaire et le territoire inguinal. Au niveau du territoire cervical, on peut avoir une atteinte bilatérale, donnant ainsi l'aspect du cou proconsulaire. Pour les signes extraganglionnaires, il y en a plusieurs, mais je vais citer que quelques-unes. On peut noter une épidurite secondaire à une atteinte vertébrale, des ictères secondaires à une infiltration hépatique et j'en passe. Du point de vue paraclinique, la première chose qu'il faut vraiment retenir, c'est que le diagnostic de la maladie de Hodgkin repose sur des explorations anatomopathologiques, ce qui va nécessiter une biopsie ganglionnaire. Alors, à l'examen anatomopathologique, on va noter une destruction de l'architecture du ganglion. Le deuxième élément, la présence de cellules de Rustenberg. Alors, les cellules de Rustenberg, en fait, sont des cellules issues des lymphocytes B, caractérisées par un noyau bilobé avec un nucléoplasme abondant, donnant ainsi l'aspect d'œil d'hibou ou encore d'œil de poisson. À côté des cellules de Rustenberg, on va également noter
Un granulome inflammatoire fait de plusieurs types de cellules, lymphocytes, plasmocytes et j'en passe. Et la prédominance de X ou Y type de cellules sera la base de sous-type histologique de la maladie de Hodgkin. En se référant à la classification des Lick et Ray, on va distinguer 4 sous-types histologiques. Le premier type, c'est le type à prédominance lymphocytaire. Le deuxième type, c'est le type à sclérose nodulaire. Le troisième type, c'est les types à cellularité mixte. Le quatrième type, c'est les types à déplétion lymphocytaire. Alors, une fois que l'examen est effectué, le diagnostic est posé, il faut réaliser un bilan d'expansion, ce qui va nécessiter la réalisation systématique des examens d'imagerie, l'examen biologie, l'examen d'histologie et j'en passe. Après avoir réalisé le bilan d'extension, les éléments récoltés dans le bilan d'extension vont nous permettre de déterminer le stade d'expansion de la maladie. Sur ce, on va faire recours à la classification de Ann Arbor. Cette classification détermine 4 stades d'expansion de la maladie d'Hodgkin. Dans le premier stade, on note 1 ou 2 territoires ganglionnaires contigus atteints situés du même côté du diaphragme. Dans le deuxième stade, on va noter 2 territoires ganglionnaires non contigus situés du même côté du diaphragme. Dans le troisième type, on note plusieurs territoires ganglionnaires atteints situés de part et d'autre du diaphragme. Dans le quatrième stade, aux atteintes ganglionnaires, l'on va associer les atteintes viscérales ainsi que des atteintes osseuses. En ce qui concerne le traitement de la maladie de Hodgkin, 2 options s'offrent à nous. La première, c'est une radiothérapie. La seconde, c'est une polychimiothérapie. En ce qui concerne la radiothérapie, c'est pour les formes localisées de la maladie, c'est-à-dire le premier et le deuxième stade de la maladie de Hodgkin en se référant à la classification de Ann Arbor. Alors que la polychimiothérapie, c'est pour les formes beaucoup plus évoluées. Si on doit se référer à la classification de Ann Arbor, cela correspond au 3e et 4e stade de la maladie. Pour la polychimiothérapie, le schéma le plus utilisé, c'est le schéma proposé par Devija et Carbone, connu sous le nom de schéma MOP, c'est-à-dire méchlorhétamine, ancovin, prédnisone, procarbazine. Le seul problème avec ce schéma, c'est qu'il est très mutagène et augmente la probabilité de développer à la longue des leucémies myéloïdes ainsi que des tumeurs solides. Voilà pourquoi ce schéma, il y a un autre schéma qui est proposé également, c'est le schéma ABVD. Ainsi, actuellement, pour prendre en charge la maladie de Hodgkin, on effectue une association schéma MOP suivi du schéma ABVD, ainsi de suite. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis. C'était l'étudiant Tony Ntoukou pour le compte de Vasavazorum, notre chaîne qui nous parle de la science, qui nous parle de la médecine. Alors n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour être à chaque fois informé sur toutes les nouveautés qui seront balancées sur la page. Et n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, question de nous encourager à faire encore ce travail. Merci.